Bonjour et bienvenue dans Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Au menu de cette émission, je vous emmène à Beaux-Arts pour une journée de forum qui s'intitule New Use, New Move, organisée par la FUP, qui parle en fait des nouvelles manières de vivre et de se mouvoir dans les villes de demain. J'ai recueilli différents témoignages, 4 au total, parmi les différents intervenants de cette journée, que je vous propose de découvrir directement. Elisabeth Pellegrin-Jeunel, architecte, urbaniste et psychologue du travail. Ce qui m'intéresse beaucoup et principalement aujourd'hui, c'est les rapports entre les lieux d'activité et la ville. Et on observe que les quartiers d'activité façonnent la ville, c'est une évidence, mais de façon finalement très classique. C'est encore soit des tours, soit des campus, toujours très fermés pour des questions de sécurité, mais jamais vraiment en relation avec la ville. À côté de cela, on a un parc de bureaux impressionnants, mais qui est obsolète. Et puis, on continue vaillamment des grandes concentrations de sociétés, couramment 2000 personnes, 3000 personnes, 5000 personnes au même endroit. Alors que dans le même temps, l'entreprise se lamente un peu en disant « Oh, j'arrive pas à faire des espaces de travail attractifs, j'ai envie de dire bienveillants, où les gens aient envie de venir ». Donc voilà, cette question m'intéresse. On reste pour l'instant vraiment dans une vision, il faut que chacun vienne tous les jours au bureau. Et puis, à côté de cela, avec un public très différent, puisqu'au départ c'était des indépendants, on observe l'émergence de nouveaux lieux, des tiers-lieux, on les appelle des tiers-lieux, du coworking, et puis ils ont d'autres noms, où absolument sans le savoir, ils ont vraiment inventé une autre forme de travail. Un cadre attractif, on est content de venir, alors on a le choix, puisqu'on n'est pas salarié, mais un cadre attractif, des moyens performants sur le plan des technologies de l'information, et puis la possibilité de travailler ou non avec les autres, parce qu'on sait aussi ce qu'ils font. Donc, sans le savoir, ils ont réinventé le travail collaboratif, ancré dans un lieu, toujours, mais avec beaucoup de potentiel. Et d'ailleurs, ça intéresse beaucoup les entreprises, qui appellent ça le corpo-working, c'est-à-dire d'essayer de créer en leur sein des coworking adaptés pour essayer de retrouver cette vitalité qu'ils ont perdu finalement. La ville, elle est devenue un bureau paysager, de toute façon. On travaille partout, chez soi, mais ailleurs, au café, dans un jardin, dans un train. Donc c'est vrai que le travail individuel, on se demande, quand vous êtes concentré sur une tâche pour 3 ou 4 heures, on se demande quel est l'intérêt de venir dans un bureau pour le faire. My name is Ryan Fix. I'm the founder of Pure House, and we're a co-living organization that was started in Brooklyn, New York, and has grown into an international organization that fosters co-living around the world. And then after several years, we decided to start a nonprofit, which is based in Paris, and we do research and advisory for municipalities, real estate developers, and operators that are interested in building co-living ventures around the world. So the benefits of co-living are many. I actually feel that it's one of the most important things that we can be doing in society today. So on one level, by building nurturing community, we foster creativity and collaboration. From an environmental standpoint, you have efficiencies that exist that reduce consumption and waste. So from an environmental standpoint, it's also really important. And just with the challenges that are facing the world today, by building a community where people can share ideas with one another, share passion with one another, support one another with their ideas, we can work together to build a better future. One of the things that I often hear is a perception that it's something for younger people, and it's something that's more temporary. So eventually, people will desire to have more privacy and won't want to live in community. And what I'm seeing through all of these travels is actually the opposite, a desire for living more connected to community. And so I think this is largely because in most places around the world, more and more we don't know our neighbors. And so we live in a world of strangers. And people are desiring to know more and more their neighbors
and to live together with one another. And the promise of co-living is that there are ways to still have your privacy in your own home and be able to have a shared experience as well. So my name is Ross Douglas, and I'm the founder of an event in Paris called Autonomy, which is focused on new mobility. So mobility now is any way of moving around a city that excludes the old-fashioned ways, I suppose, which would be car driving and public transport, or that would be new mobility. What we're seeing now is that people have a huge amount of new ways of moving around cities, including things like car share, bike share, new devices like electric trottinettes, solar wheels, segways. So there's this whole new category of new mobility. For the first time in history, as far as I understand, you're starting to get the need for policymakers, car companies, public transport, bicycle companies, data companies, all to come together on one platform and communicate, because intermobility, connected mobility, multi-mobility is about jumping from one vehicle to the other as your needs change during the day. So before we had these very clear definitions, this is private transport, this is public transport, and policymakers would get involved with public transport, not really private. And now it's all got mixed and disrupted. So the big need is for people to come together and communicate on a common platform and say, how do we change legislation, change infrastructure, how do we push this innovation, not that innovation? The message I want to transmit at the forum is this, is that there are a lot of new mobility solutions that work, but two things really need to happen. The one thing is that people need to come together and talk and collaborate and not push one form of mobility over another, not come up with a decision that has very bad consequences. For example, in '97, the European Parliament promoted diesel as a solution for global warming. Now European cities have pollution, they have to change from diesel to electric. It's going to really damage the car industry. So you've got to try and collaborate with solutions that are good for cities, good for citizens, but also good for the economy. And you can only do that through conversations. Je suis un chercheur, un prospectiviste. J'ai eu une longue carrière dans le monde des transports. J'ai passé une bonne partie de ma vie dans une entreprise de transport urbain à Paris, où je me suis occupé de tas de choses, notamment de la recherche, de l'innovation, mais également j'étais chef de grands projets, dans des activités opérationnelles, donc j'ai une carrière très très variée, et ça m'a amené à développer une réflexion large sur le sujet au-delà du transport, les phénomènes de mobilité, comment la mobilité et l'urbanisme sont des choses qui se rencontrent de plus en plus, et même plus généralement la mobilité comme phénomène de société. Alors aujourd'hui, il faut en effet comprendre que la mobilité ne se mesure pas seulement en kilomètres. La mobilité est un attribut de la personne. Donc vous avez une mobilité plus ou moins réduite, pas réduite, etc. Donc vous voyez, la mobilité, c'est quelque chose, c'est une réflexion sur le comportement et la capacité et la compétence des personnes. Donc la mobilité est une affaire de personnes, si je peux dire, alors que le transport était principalement une affaire de flux et de véhicules. Donc je pense que de plus en plus, c'est le corps humain, y compris un corps humain élargi, augmenté, comme on dit, dopé, enfin, mot dopé est péjoratif, mais c'est ce qui se passe dans le sport, c'est-à-dire activé, augmenté, avec une médecine augmentative, comme on dit, et pas simplement une médecine réparative. Bon. Donc vous voyez, effectivement, donc tout ça c'est plus vert, évidemment. Tout ça, l'accent mis sur le corps, à travers ces différentes formes, ça a tendance en effet à favoriser les formes de mobilité non motorisées, ou pas seulement motorisées. Trois horizons, à mon avis, de rupture conceptuelle qui vont vraiment changer le visage de ce qu'on appelle l'automobile. La première, c'est déjà sous nos yeux, hein, c'est le dépassement de la distinction ou de l'opposition entre l'individuel et le public. Voilà. Donc la voiture de demain, ce n'est pas un transport individuel. Voilà. Ce n'est pas un transport public non plus, parce qu'émergent justement des nouveautés conceptuelles, des bizarreries conceptuelles. J'ai fabriqué un petit mot pour ça, j'appelle ça le TPI, le transport public individuel. C'est-à-dire vous ne pouvez plus dire si c'est public ou si c'est individuel. Alors deuxième grande rupture, c'est ce que j'appelle moi le dépassement de la distinction entre le véhicule et le corps. Voilà. Alors que l'automobile, c'est un véhicule, c'est une bulle, c'est un habitacle. Bon, on voit apparaître de plus en plus ce que serait plutôt le corps. Donc qu'est-ce que ça veut dire une automobile où le corps prime sur la carcasse, si je peux dire. Alors on a déjà des formules qu'on appelle les exosquelettes, bon, on peut voir tout ça. Mais en tout cas, le véhicule ne va plus devenir la chose dominante, mais la personne avec son équipement. Donc l'automobile de demain, c'est l'équipement de la personne, l'augmentation de la personne et pas la coque. Et le troisième, c'est peut-être le plus radical et le plus étrange, et c'est celui auquel, c'est la rupture auquel la fameuse voiture autonome, qui n'est pas encore là, mais qui déjà fait avancer les idées en fait, hein, eh bien c'est ce que moi j'appelle le dépassement de la distinction entre mobile et immobile.
aussi étrange que ça puisse nous sembler, de plus en plus, être mobile ou être en situation de mobilité ou d'immobilité, cette notion-là ne sera plus une espèce d'opposition, ça sera de plus en plus ou moins la même chose. L'exemple que j'aime bien pour évoquer ça, c'est avec la voiture autonome, même si elle n'est pas là. C'est que bientôt, avec la voiture autonome, on pourra parler de stationnement mobile, ce qui est en principe une contradiction dans les termes, hein, mais vous n'aurez plus besoin de stationner. Vous êtes arrivé à destination, vous envoyez votre voiture, se stationner, se balader, faire autre chose, etc. Donc l'idée que le stationnement ne soit plus une affaire statique, ça ne veut presque rien dire, mais ça nous donne l'idée, à mon avis, de plus en plus que le paradigme de demain, c'est ce que j'appelle parfois le lieu mobile. La voiture de demain, c'est un lieu. Alors que le lieu, en principe, c'est l'opposé. Un lieu, mais un lieu mobile. Bon, voilà. Le food truck est déjà devenu un mot de notre vocabulaire. C'est bien, c'est pas bien, j'en sais rien. Mais vous voyez, déjà, on n'en est plus au fait qu'un restaurant, c'est quelque part. Vous voyez. Donc, il y en a plein des exemples, mais la voiture, une des évolutions de la voiture, c'est donc ce n'est plus un transport individuel, ce n'est plus simplement un véhicule, mais une personne. J'appelle ça parfois le corps mobile. C'est ça, le futur de l'automobile, c'est le corps mobile. Vous voyez. Et de l'autre côté, le futur de l'automobile, ce n'est pas le véhicule, c'est le lieu mobile lui-même. Vous voyez comment tout ça dessine des horizons qui ne sont peut-être pas tous très proches. Il y a déjà des indices, hein. Mais tout ça va se faire quand? Mais la prospective telle que moi je la pratique en tout cas, c'est une prospective des paradigmes, des basculements paradigmatiques. Et l'importance du travail du prospectiviste, c'est de les nommer. Voilà, ce sera tout pour cette émission. On se retrouve dimanche prochain à 18h15 sur BX1 pour vous parler d'un développement immobilier qui s'appelle Erasmus Garden. Ce sera la dernière émission de la saison. N'oubliez pas que vous pouvez voir cette émission comme toutes les autres sur www.archiurbain.be. Merci beaucoup et à bientôt.